Alors, c'est Franklin Roski qui a proposé cet intitulé, l'aventure du Yiddish, une aventure psychanalytique. Alors, il y a plusieurs parties dans mon propos ce soir. Je vais d'abord, dans un premier temps, montrer, enfin essayer de définir ce qu'on entend par Yiddish et puis montrer quelle est l'originalité de cette langue, avec toutes ses variétés d'ailleurs. Mais l'enjeu, disons, c'est aussi d'essayer de vous faire sentir l'importance que ça a dans l'histoire de la psychanalyse. Alors le mieux, c'est de partir de l'histoire de la famille de Freud. Bah oui. Et puis alors, un des objets parmi d'autres, mais il y en a un qui est quand même important dans mes travaux, c'est le mot d'esprit, le Witz. Oui, le Witz. Donc, je voudrais prendre un exemple ou deux, enfin on verra, pour vous montrer un petit peu comment ça a une fonction extrêmement importante dans l'histoire de la psychanalyse et dans la clinique, puisque tout simplement, ça produit un auditeur. Quelqu'un qui est capable d'écouter. Or, quelqu'un qui est capable d'écouter, ça court pas les rues. Non, parce qu'on peut parler sans s'écouter. Et sans écouter les autres. Or, s'il y a bien quand même une chose très importante pour qu'on invente la psychanalyse, pour dire les choses le plus simplement possible, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute quelque chose. Et ça va pas de soi du tout. Et deuxième petite remarque par rapport à ça, mais qui est un peu le fil conducteur de tout ce que je vais vous raconter, c'est que c'est pas une histoire qui se passe entre deux personnes et puis un tiers là qui est pris à témoin, qui rit pas, enfin bon bref. Il faut qu'il y ait aussi un contexte où il y ait un collectif d'auditeurs. Et ça, la tradition juive le permet depuis que le second temple a été détruit, à partir du moment où on étudie. On n'entend pas la même chose quand on lit un texte. À aucun moment. Il faut travailler pour entendre quelque chose en commun. S'il n'y a pas un collectif d'auditeurs, il n'y a pas d'auditeurs singuliers possible. C'est tout le problème de la psychanalyse. Si vous n'avez pas un contexte où il y a un collectif d'auditeurs, comment voulez-vous faire avec une personne en particulier? C'est un vrai problème. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc mon angle, mon angle de présentation des choses est effectivement pas centré uniquement sur le yiddish. C'est très important de savoir de quoi on parle quand on dit ça, mais c'est aussi centré sur les effets que ça produit dans quelque chose qui est pour moi très important, qui est l'expérience analytique. Parce que, je pense que quand c'est pas trop mal fait, ça change la vie des gens et que c'est autre chose d'avoir été entendu que de pas l'avoir été du tout. Voilà. Pas toujours, mais ça arrive. L'autre chose qui est très importante, c'est que il y a un enjeu par rapport à l'histoire. Il y a 4-5 000 langues, d'après Claude Agege, enfin dans Halte à la mort des langues, je ne sais plus combien il en citait, 4-5 000 je crois. Il y en a qui meurent tous les ans, etc. Bon, très bien. Elles sont pas éternelles, même quand elles sont codifiées par écrit, avec une grammaire ou pas d'ailleurs, des fois. À partir du moment où il y a du texte, où il y a de l'écrit, nous explique Claude Agege, ça peut perdurer, ça peut rester. Même si les locuteurs disparaissent. Mais il se trouve qu'avec le yiddish, nous avons avant la guerre 11 millions, 13 millions de yiddishophones. C'est pas la seule langue, ça n'existe pas, quelqu'un qui parle que yiddish en Europe centrale à l'époque. Enfin, pour parler de l'Europe centrale, on parle plusieurs langues. Tout le monde. N'est-ce pas? Mon père, il parlait 5-6 langues. Il n'avait pas été à l'université.
Et puis on se retrouve après la guerre avec, selon les années, où on prend les chiffres, enfin on est à peu près autour d'1 million de locuteurs. Alors dans ce million de locuteurs, il n'y a pas forcément des gens dont c'est la langue maternelle. Alors, je ne veux pas parler de moi, c'est pas fait pour ça, mais enfin quand même, moi, c'est ma langue maternelle. Mes parents, c'est des juifs polonais. Ils sont morts maintenant. Ils étaient venus en France après la guerre. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés ici parce qu'ils avaient un peu de famille ici pour aller vite. Mais ils avaient été déportés, comme toute leur famille. Donc, eux, ils parlaient couramment le yiddish entre eux. Nos voisins parlaient polonais, et c'était aussi des gens qui parlaient yiddish. Il y a des juifs qui parlaient polonais entre eux, même s'ils parlaient yiddish par ailleurs. Donc, c'est une langue qui est ma langue maternelle. C'est pas le cas de beaucoup de monde aujourd'hui, parce que, la génération pour qui c'était la langue d'usage disparaît quasiment. Leurs enfants, dans le meilleur des cas, peuvent parler encore. Écrire éventuellement, lire, la transmettre telle quelle, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons affaire à un crime contre l'humanité au milieu et à l'effacement de la trace des gens. Et là, on joue pas avec ça. C'est-à-dire que le yiddish, c'est des relations entre des gens. C'est pas simplement des signes qui désignent des choses dans la réalité. L'analyse linguistique est très importante, mais ce sont aussi des modes de relation entre les gens, où les gens d'ailleurs, quand ils parlent ça, et ça se fait encore quand on a la chance de le parler, se touchent. C'est pas les seuls qui peuvent se toucher quand ils parlent, mais il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose d'une relation entre les uns et les autres. Tout ça a été complètement effacé, pratiquement. Et on assiste à quoi? On assiste soit à une idéalisation de la langue, avec l'impression qu'on peut l'apprendre. On peut toujours essayer, c'est difficile, c'est pas simple. Ou alors au rejet total. Entre une idéalisation et un rejet, il y a un juste milieu à trouver, pour faire de la place aux gens dont c'était une langue de la vie. Et c'est ce qui m'a guidé dans tous mes travaux, c'est-à-dire restituer le mieux possible le côté vivant de cette langue. Alors, de quoi s'agit-il maintenant, pour donner des définitions quand même? Alors, c'est la langue vernaculaire, c'est la langue parlée des Juifs ashkénazes, utilisée depuis le Moyen-Âge pendant presque un millénaire. Alors, on l'appelle de différentes manières. Dans des textes anciens, comme il est proche de l'allemand, on l'appelle le Taytsch, T-A-Y-T-S-H, parce que ça évoque Deutsch. Dans les textes rabbiniques, on parle de Leshon, L-E-S-H-O-N, Ashkenaz, ou Leshonenu, L-E-S-H-O-N-E-N-U, notre langue. On trouve aussi le terme ivré, Taytsch, I-V-R-E, Taytsch, je l'ai déjà dit, T-A-Y-T-S-H, littéralement hébréo-allemand. Alors, vous voyez, il y a tout de suite cette référence à l'hébreu, parce que l'élément hébréo-araméen est fondamental. Il n'y a pas que le yiddish qui soit une judéo-langue. Le judéo-espagnol, celui qui est parlé, qui s'appelle le judaismo, et qui s'écrit en caractère latin, et puis le ladino, qui est une transcription du texte de la Torah littéral.
On le dit souvent, et c'est Raïm Vidal-Sefira qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui fait cette différence entre Giudesmo et Ladino. On dit il parle Ladino, mais non, il parle Giudesmo. C'est sa théorie, n'est-ce pas? Bon. Alors cet élément hébreu est extrêmement important, même si on utilise aussi le terme de judéo-allemand, parce qu'on a l'impression, évidemment, que c'est de l'allemand, c'est en gros de l'allemand. Vous avez, on peut avoir cette impression-là, mais en réalité, le moindre mot en hébreu, qui est en général de l'hébreu biblique, c'est pas de l'hébreu moderne tel qu'on le parle en Israël, c'est de l'hébreu biblique. Le moindre mot en hébreu biblique dans la langue yiddish évoque tout le contexte de l'étude. Parce que tout simplement, cette langue a servi au départ à commenter les textes de la Torah. C'est dans un second temps qu'elle a servi en tant que telle à écrire de la littérature, tout court, comme on fait de la littérature dans d'autres langues, de la poésie, du théâtre, etc. Le moindre mot en hébreu fait résonner tout un contexte d'étude dans lequel la naissance même de la langue est prise. Aujourd'hui encore, il y a des yeshivot, et même en France, et pas seulement en Israël, où on étudie, même si ce sont des séfarades ou des ashkénazes qui ne connaissent pas du tout le yiddish, en yiddish, mais c'est un yiddish complètement coupé, comme le disait tout à l'heure Franklin dans la petite conversation que j'ai eue avec lui, complètement coupé de la culture littéraire, artistique dans laquelle il est pris, aussi. De toute manière, ce clivage entre le sacré et le profane ne fonctionne pas quand on aborde la place de cette langue. Parce que ça joue sur les frontières tout le temps. Ça les franchit, ça les transgresse, ça n'est pas complètement coupé, même si c'est complètement en apparence ailleurs, de tout un contexte millénaire de conversation. Alors, ce qui est important aussi à repérer, c'est qu'il y a différentes manières de parler à l'intérieur. Moi, je parle comme mes parents. Bon, mon père était de Łódź et ma mère de Częstochowa, en Pologne. Alors, certains disent que je parle plutôt un yiddish de Łódź, comme celui des chansonniers Djigan et Schumacher, si bien que quand je lis du yiddish de Lituanie ou du yiddish avec des normes de l'Institut scientifique de New York qui était à Vilnius avant, qui s'appelle le YIVO, eh ben c'est pas du tout pareil. Ich bin gekommen, c'est pas ich bin gekommen. C'est tout. Alors moi j'aurais tendance à l'écrire comme je le parle. Et donc je me retrouve à écrire mal. Puisque si j'écris ich bin gekommen, Aleph Yod Chet Bet Yod Nun Gimel Ayin Kof Yod, c'est pas avec un vav, donc je suis mal. Et moi j'aime bien qu'on conserve quand même, malgré la norme de l'écriture, les différentes variantes dans la parole. Enfin, quand je lis un livre en yiddish, parce que j'ai quand même appris, et puis voilà, eh bien, je le lis à la manière de la manière dont je parle moi. Ce qui fait que je suis en porte-à-faux. Eh oui. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres contextes linguistiques, y compris en français. Hein. Bon, c'est pas la manière de parler, c'est pas forcément la manière d'écrire qui est celle de la norme dans laquelle on est. Hein. Alors vous avez ce phénomène de judéo-espagnol, de judéo-arabe, il y a du judéo-persan. Qu'est-ce qui est commun à tous ces judéo-langues, à toutes ces judéo-langues? Une chose, en gros, commune, c'est que ça s'écrit en hébreu.
avec des caractères hébraïques. Ça, c'est absolument fondamental. Un écrivain comme Naïm Katan à Babylone, il vient de ce coin-là, qui a émigré au Canada. Il a une judéo-langue, il en parle très très bien, mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils voient que c'est écrit en hébreu. Je me souviens plus du nom de la langue particulièrement. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette écriture en hébreu? On reprend le son qui est prononcé, qui est à dominante germanique, mais qui comporte aussi des mots des différentes langues des pays dans lesquels on vit, c'est-à-dire qu'il y aura du russe, il y aura du polonais, il y aura même du français. Hein, par exemple, le plat très lourd de viande qu'on mange au Shabbat et qui s'appelle le Tschulent, eh ben c'est du Cholan. Ça, c'est du Französisch. C'est du français. Tschulent. Moi, je le savais pas. Hein. Ben oui. Non, mais je le savais pas. Je l'ai appris il y a un certain temps. Je croyais que Tschulent, c'était du, je sais pas quoi. C'est du Cholan. C'est cul lentement, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais, oui. Donc, la correspondance, elle est rigoureuse entre un son et une lettre. Entre un son et une lettre, vous avez pour chaque son, si vous écrivez par exemple Ich bin gewein, alors ça va être Gimel, Ayin, deux Vav, Ayin, Nun. Le Ayin va être le E. Il n'y a pas, comme en hébreu, un patar, un kamatz en dessous. Si on veut dire Abi gesinnt, on écrit Aleph Bet Yod. Le Aleph va être A. C'est très important à entendre ça. Pourquoi? Parce que la base, elle est en apparence au niveau de la parole hébraïque, même si... au niveau germanique, excusez-moi, je me suis trompé. Elle est germanique, même s'il y a d'autres langues autour, à l'intérieur, qui se mélangent, avec des mots venus de différentes langues des pays d'Europe, ex-Europe de l'Est, ou centrale. Mais le fait d'écrire ça en hébreu, c'est de l'écrire dans une langue où il faut mettre les voyelles, il faut les inscrire, les voyelles. Ce ne sont pas des lettres qui sont les voyelles en hébreu. Hein, l'hébreu biblique, il faut mettre la ponctuation, sinon on ne comprend rien. Ou alors il faut connaître ça par cœur. Et ça, c'est quand même pas évident. Là, ce sont les lettres elles-mêmes qui viennent ponctuer. Non, elle a des voyelles, mais qui sont présentes en tant que lettres. En tant que lettres. Eh oui. Eh oui, c'est pas la même chose que l'hébreu, c'est ça que je veux dire. Mais c'est comme si la base hébraïque au niveau de l'écriture était là, avec la nécessité de toujours voir où est la voyelle dans un mot. Parce que si on n'a pas cette ponctuation-là, eh ben on ne va pas y arriver à lire le texte. Et on ne va pas arriver à le chanter. Parce qu'il y a une cantillation. C'est comme si la lettre elle-même introduisait la voyelle et introduisait la possibilité même de chanter la langue, de la moduler autrement, mais avec des lettres, pas avec des signes de ponctuation. C'est ça que je voulais faire remarquer. Donc, ça c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit et qui est important. L'autre point qui concerne la langue elle-même, c'est le fait que pour les historiens ou pour les linguistes du yiddish, alors il y en a un qui est très connu, il y en a des contemporains, mais il y en a un qui est très connu au début du siècle dernier, qui était à Vilnius, à l'Institut scientifique à Livo aussi, qui est parti aux États-Unis, à New York, Max Weinreich. Alors pour lui, c'est une langue de fusion.
C'est-à-dire qu'elle reprend des éléments des langues extérieures et qu'elle les intègre en les fusionnant avec des éléments hébraïques, et en particulier de la langue biblique. C'est pas de l'hébreu, c'est pas de l'allemand. C'est pas de la langue sacrée, c'est pas de la langue profane. C'est entre les deux tout le temps. Ça pose la question du rapport entre le sacré et le profane. Ça pose la question du rapport entre la langue de la loi et la langue du monde dans lequel on vit. Comment on fait entre les deux? Ça sert à parler dans le quotidien, ça sert à faire des affaires, ça sert à communiquer dans la vie quotidienne et pas seulement à étudier les textes de la Torah. Et ça se reproduit dans différentes communautés juives dans le monde, comme avec le judéo-espagnol, avec le judéo-arabe, etc. Créer un espace, c'est ça qui m'intéresse du point de vue de l'inconscient, bien sûr, créer un espace intermédiaire entre la langue d'État, quand il y a un État, et la langue de la loi. Créer un espace interstitiel entre la langue officielle, qu'on est tenu plus ou moins de comprendre ou de parler, et puis la langue de la loi. Jouer entre les deux. Et c'est pris dans la vie. C'est pris dans la vie quotidienne. Ça sert aussi aux femmes, parce qu'il y a des ouvrages qui sont traduits très vite en yiddish pour leur expliquer un certain nombre de textes de la tradition juive. Ça sert aussi aux femmes à comprendre la tradition juive, les textes. Pas tout, mais un certain nombre de livres sont écrits adressés à des femmes directement. Alors ce Max Weinreich, qui est d'ailleurs quelqu'un de très intéressant parce qu'il était en contact avec la psychanalyse à New York, il a fait une analyse, Max Weinreich. Il a défini le yiddish comme le langage du Derech HaShas, c'est-à-dire la voix du Talmud, carrément. Il y a une relation étroite entre le yiddish et les modes de vie juifs, les coutumes, les usages, les pratiques juives. Ça englobe beaucoup de choses, dont l'étude des textes, évidemment. Il faut souligner aussi l'importance du contexte plurilingue. C'est-à-dire que vous n'avez pas là d'auditeurs qui ne soient pas dans plusieurs langues en même temps. Alors, il se trouve que là, je suis là-dedans en ce moment, et donc ça me vient évidemment à l'esprit. Le président là, de l'association des journalistes et écrivains yiddish en Israël, à Tel Aviv, David Galay, qui est un ami, m'a envoyé un livre d'un écrivain qui n'est pas connu, qui s'appelle David Umru, U-M-R-U. Il ne s'appelle pas comme ça, il a pris ce nom comme pseudonyme, il s'appelle Yatzkovitch, qui a écrit un livre de nouvelles, en fait, il a publié un livre de nouvelles, Der Zeilungen, qui est magnifique, magnifique. Mais ce n'est pas un écrivain connu, ce n'est pas Sholem Aleichem, Peretz ou Mendele Moïse Surim, mais c'est extraordinaire. Et il parlait, c'était un type de Vilna, il parlait lituanien, polonais, russe, hébreu et yiddish, 5 langues. Et dans son écriture, il n'y a pas tellement de Lushan Kodesh, il n'y a pas tellement d'hébreu biblique, mais il y a beaucoup de mots qui viennent de langues que moi je ne connais pas. Je ne connais pas un mot de lituanien, par exemple. Je connais quelques mots de polonais, bien sûr, mais bon, mes parents, ne parlant pas polonais, je ne le connais pas. Ils n'ont pas voulu parler polonais tellement après la guerre. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, non, voilà. Oh écoutez, il y a 10-15%, c'est pas la majorité. Hein. C'est pas le. Oui, non, c'est pas là. Il y en a un paquet, Mais ça change tout. Vous savez, quand vous vous retrouvez avec un public germanophone et que vous leur parlez en yiddish, ça leur fait drôle. Ça leur fait drôle parce qu'ils comprennent et ils comprennent pas. À cause de ça, ça dérape. Puis
puis c'est un état d'esprit, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on a une grande distance avec les mots. Ça colle pas de la même manière. Et ça met en écart par rapport à la langue allemande, à cause de l'hébreu biblique, et pas seulement à cause de la prononciation. Les Lituaniens, les Juifs lituaniens, ils ont une prononciation assez proche de l'allemand. Hein? Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de mots polonais. Beaucoup. Enfin, il y a des mots polonais, il y a des mots russes. Mais oui, il y a des mots roumains, il y a des mots... si vous parlez à un juif roumain, il ne parle pas exactement de la même manière qu'un juif polonais. En plus, les juifs polonais, selon la région de Pologne où ils sont, ils ne parlent pas de la même manière. Ben oui. Il y a des variantes, mais il y a des variantes dans toutes les langues. Hein? Mais ils se comprennent quand même. Ils se comprennent. Ils se comprennent parce que la base est à peu près la même. Voilà. Mais par exemple, quand on lit cet auteur dont je vous parle, David Oumourou, il y a des mots que je n'ai pas compris du tout. Mais c'est pas de l'hébreu biblique, là. Parce que ça, il y en a quand même quelques-uns que j'arrive à saisir. C'est des mots de je sais pas quoi, je sais pas, différentes langues que j'ignore, enfin le russe, le polonais ou le lituanien que je connais pas. Voilà. Donc l'aspect plurilingue est très très important à comprendre parce que ça met dans une position qui est à saisir, qui est la suivante, c'est que quand vous ne faites pas confiance en l'État et que vous n'avez que la conversation autour de la loi et les commentaires autour de la loi, vous êtes assez mal à l'aise. Et par conséquent, il vaut mieux avoir plusieurs langues. Il vaut mieux avoir plusieurs langues pour pouvoir jouer entre les langues avec tout ça. Et la langue de l'État, il vaut mieux la connaître. Il vaut mieux la connaître. Ou des États dans lesquels on est. Mais c'est un espace intermédiaire, transitionnel, qui est un espace de vie. C'est un entre-soi, mais qui est, comment dire, un espace de vie entre l'état dans lequel on est et sa langue, et le pouvoir, et puis l'autorité de la loi. Parce que la loi juive, oui. La loi de l'État et la loi juive. La loi juive, on peut la discuter. La loi de l'État, c'est plus compliqué. Il faut savoir jouer entre les deux. C'est un espace de vie de ce point de vue-là. Alors, autre chose que j'ai un peu dit déjà, mais je veux suivre un petit peu mon plan, c'est que, si vous voulez, comme il y a eu la destruction des Juifs d'Europe, la Shoah, ou ce qu'en yiddish on appelle le Churban, en référence à la destruction du second temple de Jérusalem, oui, c'est de l'hébreu. C'est Churban. C'est tout, c'est de l'hébreu. Bon. L'effacement de l'histoire des uns et des autres a des conséquences des générations après. C'est pas une génération qui a été assassinée, c'est plusieurs. Et dans le cas de la famille Oumourou, c'était 4 générations à être assassinées pendant la Shoah. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est effacé une fois pour toutes et puis on passe à autre chose. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de reconstituer des bouts de généalogie. C'est le cas d'ailleurs de la nièce de ce David Oumourou qui s'appelle Odile Souganas, qui m'a donné son livre là sur l'histoire de sa famille, qui est extrêmement touchant parce qu'elle essaie de reconstruire des morceaux de généalogie complètement effacés. Après, c'est pas possible, mais ces morceaux de généalogie complètement effacés sont présents dans la langue elle-même. C'est-à-dire que quand on se réapproprie la langue, malgré la destruction dont les locuteurs ont été l'objet, on se réapproprie un fil généalogique, comme on se réapproprie un fil généalogique quand on étudie la Torah, avec des maîtres. Tout ne tourne pas autour de la Torah ou du malheur d'être juif. Tout tourne autour du fait qu'on est vivant et qu'on peut se parler.
dans différentes langues. Alors, oui, j'ai les chiffres là plus précis. Alors, le moyenno-allemand, 80%, 10% d'hébreu, vous voyez, j'étais pas loin, c'est ça, hein, c'est un peu moins que 15, ce que j'ai dit. Comment? Non, il y a 10%, bon. Oui, enfin, il n'y en a pas des tonnes, hein, c'est pas 50% en tout cas. C'est pas... Bon, écoutez, on va pas marchander. Je sais pas. Mon père était commerçant, il adorait marchander. Moi, j'aime pas beaucoup. Ouais, ça m'énervait. Ben, c'est vrai, quoi. Bon, alors, je pense pas que ça soit beaucoup plus. Hein. Bon, il y a des langues romanes, des langues slaves, et ça commence à peu près en Lotharingie en 1250. Voilà. Alors, c'est une expérience du plurilinguisme et de l'écart à une langue. Vous ne collez pas à une seule langue. Parce que quand vous en avez plusieurs, ben vous ne collez pas à une seule, c'est tout. Le monolinguisme est très loin de tout ça. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que la vie des gens n'est pas pareille quand ils sont multilingues que quand ils sont monolingues. Et quand on est avec plusieurs langues, eh ben, on ne fonctionne pas de la même manière que quand on a une seule langue. Alors, si la parole du sujet ne coïncide pas avec une langue, alors là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Alors ça, c'est une notation plus clinique, si vous voulez. Il faut avoir présent à l'esprit, parce que bon, ma fonction, c'est d'être analyste. Hein. De temps en temps, dans mon cabinet ou dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, longtemps dans certaines, en particulier dans un centre maternel où on accueillait des femmes seules avec des bébés, le bébé, il ne sait pas parler, il apprend. Il ne sait pas faire les liens explicitement entre les sons qu'il entend, les émotions de sa mère, les siennes, et le sens de ce qui se dit. Il voit que sa mère ou son père ne sont pas contents, ah, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il se raconte? Il se dit, ils sont pas contents, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand les parents disent, bon, écoute, t'as assez pleuré comme ça, donc il va falloir qu'il invente une compréhension des sons qu'il entend dans les mots, dans les phrases de ses parents, enfin, pour parler des parents, les émotions qu'il y a chez eux, les émotions qu'il y a chez lui, et puis ce que ça veut dire. Ça se construit tout le temps, ça, dans la petite enfance. Donc le bébé, infants, l'enfant, ça veut dire celui qui ne parle pas. Et qu'est-ce que c'est la clinique psychanalytique? C'est quoi? C'est pas d'accueillir un adulte qui a une langue toute constituée et qui parle bien, et qui va faire des jolies associations. C'est d'accueillir l'enfant qui ne sait pas parler et essayer d'apprendre avec lui une autre langue. Il y a quelque chose là qui est très important, qui ne se joue pas de la même manière pour un sujet qui est multilingue et pour un sujet qui est monolingue. Le sujet monolingue, il va avoir tendance à faire coïncider la langue qu'il parle, le pays où il est, le territoire où il habite, et puis la place de son corps là-dedans, alors que quelqu'un qui est multilingue et qui sait que bon, il faut jouer avec tout ça, va se retrouver plutôt dans une position d'enfant à essayer de jongler avec tous ces éléments-là et à pas coïncider totalement avec le territoire, la langue, le corps dans ce territoire, etc. Et ça, les Juifs, ils savent faire. Parce que, bon, quand même, on se méfie. On ne met pas tout sur une langue. Il vaut mieux en avoir quelques-unes en réserve. Alors ça, c'est aussi une dimension qui est présente dans ce multilinguisme dont le yiddish est un élément. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le considérer comme une langue à isoler en tant que telle. Alors maintenant, venons au deuxième point que je voulais aborder, qui est l'histoire de la famille de Freud. Alors, c'est un point très important. Il s'agit quand même de repérer quelques éléments historiques qui sont présents dans l'histoire de la famille de Freud. D'une manière générale, il faut être très prudent. Il faut être très prudent parce qu'il y a énormément de littérature là-dessus et ça part un peu dans tous les sens. Soit on considère que la psychanalyse, d'une manière ou d'une autre, n'a aucun rapport avec l'histoire des Juifs et le judaïsme. Ça existe.
Ben, ça existe. Que ce soit du côté juif ou non juif d'ailleurs, hein, pour mille et une raisons, et c'est extrêmement là. Soit on considère que ça dérive directement du judaïsme, d'une manière ou d'une autre. Entre ces deux positions-là, il y a quelque chose entre les deux, qui est de considérer que c'est peut-être quelque chose de nouveau, qui est ancré dans un contexte incontestablement, mais qui invente quelque chose de nouveau, qui n'est pas exactement au même endroit que ce qui existe dans l'histoire des Juifs et dans le judaïsme, quelles que soient les variétés de judaïsme, et qui permet tout simplement une chose, c'est de s'écouter et d'analyser la manière dont on a une relation avec quelqu'un dans une audition. Ça s'appelle l'analyse du transfert. C'est tout. Et ça, c'est pas forcément donné quand on parle, ou quand on écrit, ou quand on a un rapport les uns aux autres. Alors il faut être très prudent, et c'est pour ça que si on introduit cet élément du yiddish dans l'histoire de la psychanalyse, on introduit un espace aussi intermédiaire entre le tout ou rien. Tout vient de là ou rien ne vient de là, c'est lié à la science, à son développement à l'époque, au XIXe siècle, aux travaux dans tel et tel domaine, etc. Et voilà. D'ailleurs, Freud lui-même, évidemment, se revendiquait comme parfaitement athée, totalement coupé de toute pratique religieuse. Il n'a pas du tout circoncis ses fils. Il est mort à Kippour, il s'est fait incinérer. Enfin bon, bref, la totale. On ne peut pas rêver, tout en disant qu'il était juif, hein, etc., etc. Hein. Bon, ça c'est Freud. Bon. Mais Freud peut-être est dépassé par sa propre personne, et c'est pas seulement un personnage comme ça, qui est comme il est, c'est peut-être un moment de l'histoire, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que sa personne lui-même. Lui-même est peut-être traversé par quelque chose de beaucoup plus ample et beaucoup plus vaste, qu'il entend un peu et qu'il n'entend pas en même temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut repérer. Alors, d'où elle vient, cette famille de Freud? Elle vient de Galicie, en pleine zone linguistique yiddish, dont le galicien est d'ailleurs une forme dialectale parmi d'autres. À Galician, Ried. Alors, son père, Jacob Kellemann, il est né à Tismenitz, en Galicie orientale. Il a vécu à Lemberg, où le yiddish prolifère. Il y a une histoire qui raconte pourquoi tu me dis que tu vas à Cracovie, pour que je crois que tu vas à Lemberg alors que je sais que tu vas à Cracovie. Enfin, bon, son père, il a vécu là-bas. C'est bon. Sa mère, Amalia Nathanson, elle est née où? Elle est née à Brody. En Brody, il y avait des chansonniers, il y avait un grand théâtre aussi. Il y avait toute une vie artistique et culturelle en Galicie du Nord. Et ces gens-là arrivent donc à Vienne. Et là, ils parlent, comme beaucoup de juifs qui venaient de Pologne ou de ces régions-là, quand ils arrivent dans un pays de langue allemande, ils parlent pas très bien l'allemand, ils parlent avec un accent. Ils mettent des mots de yiddish vraiment dans l'allemand contemporain. Et ça s'appelle le Mauscheln, M-A-U-S-C-H-E-L-N, c'est-à-dire une espèce de langue qui n'est pas tout à fait ni du yiddish correct, ni de l'allemand correct tel qu'on le parle à l'extérieur. D'ailleurs, dans le parler viennois, il y a beaucoup de mots yiddish qui sont rentrés exactement sous une autre forme que dans le parler new-yorkais. Dans les journaux américains, vous avez dans le New York Times, he was schlepping him. Il le schleppait, il le traînait. Tout schlepp. Ça, c'est du yiddish, schleppen. Bon, il y a plein de mots comme ça. Bon. Et pareil à Vienne. Bon. Là, en Pologne, quand ils allaient à l'école, c'était l'Empire austro-hongrois. Oui. Pas tout le monde. Ma mère, qui était de Tarnów, elle m'a dit qu'elle avait des cours de... Oui. Oui, votre mère. Mais peut-être que dans un autre... Pas à Varsovie, pas à Lodz, je pense pas. En tout cas, pas dans certaines écoles. Oui, 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 mais c'est tout à fait vraisemblable, mais c'est pas uniforme. Tarnów? Ah, non, oui, ça c'est autre chose, oui. Ça c'est autre chose, oui. Oui.
Non, mais mon père n'a pas appris l'allemand à l'école. Enfin bon, c'est à Lodge, ni ma mère à Chesterhof. Bon, c'est comme ça, bon voilà. Alors, lorsque Freud raconte en 1925 dans son autobiographie l'itinéraire de sa famille, il décrit en même temps ce qu'a été le trajet du Yiddish. Je suis né le 6 mai 1856 à Freiberg, en Moravie, dans une petite ville de l'actuelle Tchécoslovaquie. Mes parents étaient juifs et je suis resté juif. Eh oui, parce que tu n'es pas obligé de rester juif. Hein. Oui, on peut faire une conversion. Bon, voilà. Il n'a jamais fait. Bon. Je crois savoir de ma famille paternelle qu'elle a vécu longtemps au bord du Rhin, à Cologne, et qu'à l'occasion d'une persécution, elle s'est enfuie au XIVe et XVe siècle vers l'Est et commence son retour au XIXe siècle de Galicie vers l'Autriche de langue allemande. Je suis venu à 4 ans à Vienne et j'y ai fait toute ma scolarité. Voilà. Alors, l'historien Yosef Chaim Yerushalmi, dans son livre « Le Moïse de Freud, judaïsme terminable et interminable », nous dit que selon un autre psychanalyste qui était un proche de Freud, Theodor Reich, qui a écrit plusieurs livres, dont un sur l'humour, d'autres sur la musique, la mère de Freud, Amalia Nathanson, elle parlait avec son fils le yiddish de Galicie, bien qu'elle ait grandi à Vienne, et que dire alors de Jacob, son père, qui avait vécu en Galicie. Dans l'exposition actuelle au Musée d'art et histoire du judaïsme sur du regard à l'écoute, vous avez tout à fait à la fin un grand panneau, il y a marqué que Freud parlait yiddish. Je demande à voir s'il le parlait vraiment, qu'il comprenne, qu'il le comprenne, certainement, qu'il puisse le dire un petit peu, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il avait une pratique quotidienne de la chose. Il avait, et c'est là le point le plus important, une certaine écoute de ce que le yiddish fait. Alors qu'est-ce qu'il fait le yiddish? Pour aller maintenant à des points centraux, qui font que la place de Freud est dessinée en creux dans son rapport aux langues, dans son rapport au judaïsme, sans que ce soit une dérivation. C'est à chaque fois quelque chose qu'il faut entendre autrement. Qu'est-ce qui fait le yiddish en réalité? Et j'ai essayé de vous le faire sentir avec la manière dont on transcrit les voyelles qui sont des lettres. Il écoute l'hébreu, il écoute l'allemand, il écoute les autres langues. Il prend des mots, il les met dedans, il invente une langue, il fait comme un enfant qui entend ce qu'il dit, ce qu'on dit, et qui fait de la fusion avec les éléments qu'il a déjà pour avancer dans la compréhension et dans la communication. Écoutez l'hébreu, le yiddish écoute l'hébreu. C'est pas simplement qu'il le parle, l'hébreu biblique. C'est pas simplement qu'il le parle, c'est qu'il écoute l'hébreu parler. C'est pour ça que c'est pas de l'allemand, parce que l'allemand n'écoute pas l'hébreu. Quand vous parlez en yiddish à des gens qui sont germanophones, ce qui les dérange le plus, ce n'est pas la prononciation, c'est le fait qu'il y a des mots en hébreu qui renvoient à tout un contexte auquel ils n'ont pas accès. Le yiddish écoute la langue hébraïque biblique et par conséquent tout ce qui l'accompagne, même si on est sur un mode laïque, en restant dans cette opposition parfaitement discutable entre le religieux et le laïque. Et quand Henri Atlan analyse le judaïsme antique, il montre très très bien la difficulté d'avoir affaire à ces catégories-là. Et pas seulement le judaïsme antique, d'ailleurs. Bon, et ça écoute aussi l'allemand. Or, les Allemands, quand ils parlent, est-ce qu'ils s'écoutent? Si on regarde les travaux de Georges Arthur Goldschmidt sur la langue allemande, qui est extrêmement littérale et plate par rapport aux mots décrivant les choses, Selbstdarstellung, l'autobiographie, Selbst, moi, hein, Darstellung, représentation de moi, c'est moi, voilà, ça colle. Selbstdarstellung, c'est moi-même. Le mot, c'est la chose. Dans tous les livres de Georges Arthur Goldschmidt qui sont vraiment essentiels, vous avez, alors qu'il n'est pas du tout yiddishophone,
vous avez l'écart à la langue allemande, dans lequel Freud se situe. C'est-à-dire qu'il écoute la langue allemande fonctionner et travailler. Et c'est très, 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 très compliqué, parce que ça colle aux choses. Le mot, c'est la chose elle-même. À un certain moment, ça a des conséquences, ça. Alors, les mots yiddish que Reich relève dans la correspondance de Freud, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un certain nombre, mais ce sont des mots qu'on utilise à l'époque aussi, je suppose, dans un milieu juif à Vienne. Chutzpah, le culot, Shames, le bedeau, Schnorrer, le mendiant, Meshige, fou, Parnous, un travail, l'emploi. Alors, il y a aussi, dans un rêve, mon fils le myope, Freud nous explique qu'il s'est renseigné pour savoir ce que veut dire le Geseres. Dans l'expression, il y a une expression qui est utilisée dans le rêve, auf Geseres. Geser, c'est le décret. Et en yiddish, ça se prononce Geuser. Mais justement, j'avais demandé à Claude Sultan, là, dans son cours, j'ai lu, c'est parce que, comment il s'appelle, Gérard Haddad, dans son livre Manger le livre, il parle des deux mécanismes qu'on utilise dans les mêmes règles pour lire le Midrash, le Gezerah Shava, hein, comme par hasard, c'est le même mot. Le même mot. Eh ben oui, voilà, il y a chez Freud l'utilisation dans ce rêve de ce mot de Geser qui signifie le décret, mais qui renvoie aussi à une façon de mettre en rapport des énoncés selon des règles de lecture très précises dans le judaïsme. Alors, à mon avis, c'est le mécanisme même du yiddish, d'écart à une langue, qui fait que le sujet ne coïncide pas avec une langue et qu'il y a une place pour son corps, et que la place de son corps n'est pas jouée d'avance dans une relation à l'autre, qui ouvre la possibilité de la découverte du transfert. C'est pas la seule chose qui fait ça. Évidemment, il y a aussi tout le développement de la science au XIXe siècle, à différents niveaux, dont Freud s'inspire énormément. Le moindre mot en yiddish, ça convoque l'hébreu biblique et l'esprit talmudique, même si on n'est pas pratiquant ni croyant. Si tant est que ça veut dire quelque chose quand on étudie la Torah, d'ailleurs. Ouais, qu'on puisse dire, c'est que c'est pas évident. Ça ne veut pas dire grand-chose. Bon. À sa passou chez Sigmund Freud et dans la psychanalyse, tout ça. C'est cet écart à une langue qui permet le passage d'une parole, qu'une parole ne reste pas figée là où elle est, qu'elle aille un peu plus loin, et c'est ça qu'on peut appeler de l'analytique. Voilà. Alors les textes bibliques, c'est des suites de noms, d'engendrements. Le yiddish est pris là-dedans. Seulement, il a été arrêté par l'histoire, parce qu'évidemment, il y a eu la Shoah, mais il n'y a pas eu que la Shoah. Je me souviens un jour, au jury du prix Max Kuckerman, il y avait Henri Mincelas qui est mort, qui est un historien de Villeneuve, justement par sa famille. Lui, il est né ici, Vilnius. Il disait, mais il y a eu la Shoah, mais il y a eu le stalinisme, et puis au début, la création de l'État d'Israël, ils n'étaient pas très favorables à ces pauvres juifs qui avaient été déportés quand même, et qui parlaient une langue une langue de malheureux, là, pour être gentil. Bon. Alors, autre petite remarque là-dessus, quand même, vous avez dans les lettres de jeunesse de Freud, une correspondance, ça s'appelle comme ça, lettre de jeunesse, bon, c'est traduit de l'allemand, moi je l'ai lu en français, bon, avec Edward Zilberstein. Et il se trouve que Edward Zilberstein, c'est un copain à lui, bon, ils étaient ados tous les deux, mais ils ont fait une espèce de jeu entre eux pendant un certain temps où ils ont appris tout seuls l'espagnol. Et puis ils ont repris
un dialogue, enfin une petite nouvelle de Miguel de Cervantes qui s'appelle Le colloque des chiens, où il y avait deux personnages enfin deux chiens qui sont d'un seul coup à la sortie d'un hôpital doués de la parole et qui se mettent à parler toute la nuit. Et il y en a un qui dit à l'autre, bah, écoute, je vais t'écouter toute la nuit parce que je suis pas sûr que demain matin on aura encore la parole. Raconte-moi ta vie, ton histoire, etc. Et donc ils ont toute une correspondance dans un espèce d'espagnol inventé qui correspond pas du tout nécessairement à l'espagnol correct, et ils inventent une sorte de judéo-langue, si vous voulez, de judéo-espagnol imaginaire. Bon, voilà. Alors, la petite fille de Zilberstein, Édouard, qui s'appelle Rosita Braunstein Vieira, nous dit, il parlait, son grand-père, le roumain, l'allemand, le français, le grec. Il aimait la langue yiddish, il correspondait avec Sholem Aleichem, et je crois qu'il le rencontra à Corfou pour s'entretenir avec lui de la traduction d'un de ses livres. Le projet n'a pas abouti, mais les lettres aussi referont peut-être surface un jour. Vous avez, dans cette correspondance, si vous la lisez très très attentivement, vous avez toute une... Alors, les deux chiens s'appellent Scipion et Berganza. Vous avez toute une série de notations qui montrent l'importance de l'ancrage dans le rapport aux faits juifs, ne serait-ce que ça pour ces deux adolescents-là et pour Freud en particulier. 1873, il est né en 56, ça fait quoi 17 ans, 18 ans. C'est un ado, quoi. Hein. Alors, je vais essayer de vous trouver des... Alors, par exemple, il dit c'est une semaine de travail intense, il y a les épreuves du baccalauréat, je construis un système de nombres qui m'occupe sérieusement parce que j'ai remarqué que tout ce qui se passe dans le monde réel a son équivalent, je dirais son pendant, dans le monde des nombres. Hein. La guématria, c'est pas une impression, là. Hein. Il n'était pas vraiment au courant. Les nombres naissent, meurent, se marient et se tuent comme les humains. La cité des nombres a sa noblesse, ses armées, ses tables généalogiques comme les hommes. Il possède même une mythologie et des dieux. Je sais bien que tu t'étonneras de cette découverte, mais quand j'aurai terminé mon œuvre et que je te la soumettrai, tu reconnaîtras qu'elle constitue une merveilleuse preuve de pénétration humaine. Entre parenthèses, il n'y a que la correspondance de Freud à Zilberstein, il a détruit celle de Zilberstein à lui. On ne sait pas où elle est, en tout cas. Bon. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de 6 jours pour sa création ? Il aurait bien pu faire ça en une seconde. Toutes les explications données jusqu'à ce jour ne tiennent pas debout. Moi seul détiens l'interprétation juste. Ah, il se prenait au sérieux, hein, à 17 ans. Hein. Et après, c'était encore pire. Hein. C'était vrai, ça, c'est bon. Il avait de l'humour aussi. Bon, je recommande la Gestapo à mes meilleurs amis à la fin, là, avant de partir à Londres. Hein. Bon. Il était assez lucide, malheureusement. Bon. Il ne mesurait pas à quel point ça allait être grave. Ce n'était pas un grand pogrom de plus, la Shoah. Comme beaucoup de monde à l'époque. Alors, il a voulu montrer Dieu aux enfants des hommes que dans toute son œuvre, on doit observer un ordre et une succession raisonnable des éléments qui la composent. En une seule seconde, Dieu aurait tout créé en même temps et cet enseignement aurait été perdu pour les hommes quand ils s'efforcent de se rendre semblables à Dieu. Ça évoque vraiment des passages qu'on étudie. C'est incroyable. Mais il ne les a pas étudiés, il ne savait rien. Sauf qu'il y avait la Bible de son père qui lui avait donnée, voilà, et que là, il y avait... Oui, son père lui avait donné une Bible de Philipson, annotée, et puis il l'avait, quoi. L'importance de ces notations-là, je vais peut-être en trouver une ou deux autres, mais je voudrais passer au troisième point. Alors, il y a aussi, vivre jusqu'à 120 ans, il y a des petites allusions comme ça, sans arrêt. Bon, il y a énormément de choses dans cette correspondance que j'ai découvert récemment parce que je ne l'avais pas lu quand je travaillais sur toute cette période préanalytique de Freud. Et c'est très, très émouvant.
très très émouvant de voir qu'ils inventent du judéo-espagnol qui n'est pas du judéo-espagnol, que l'un est pris dans un effet de yiddish et que l'autre il est carrément intéressé par le yiddish, Zilberstein, là, voilà. Voilà, il parle, une fois pour toutes, je vous informe, il le vous voit, que pour la fête de Pourim, qui de surcroît est tombée sur le 13 mars, date sacrée pour nous tous, puisque César fut assassiné ce jour-là, nous avons organisé une petite représentation théâtrale à la maison. Ils ne sont pas complètement coupés de tout. Hein. Oui, 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 oui. Bien sûr. Oui, oui. Oui, absolument. Alors, j'ai décidé de devenir naturaliste et vous rends donc la promesse que vous m'aviez faite de me laisser instruire tous vos procès. Je n'en ai plus besoin, je jetterai les yeux dans les archives millénaires de la nature. Voilà, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Bon, maintenant, je voudrais quand même passer aux histoires, aux vits, parce que c'est... alors, je vois qu'il y en a quelques-uns qui comprennent un peu le yiddish, là, ici, mais bon, comme tout le monde ne comprend pas, je ne vais pas vous infliger ça forcément en yiddish. Bon, mais après, je le lirai en yiddish, parce que j'adore parler le yiddish. J'adore le lire aussi. Oui, non, mais au mieux quand même. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon. Donc, maman, est-ce que tu peux me donner $5 demande Shmoulik. Non. Ah, après. Si tu me les donnes, je te dirai ce que papa a dit à la bonne quand tu étais chez le coiffeur. La mère cligne des yeux, elle réfléchit, elle lui donne $5. La Shmoulik, il met l'argent dans sa poche. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, demande-t-elle. Et Shmoulik répond, il a dit, Marguerite, souviens-toi d'ici demain de laver mes chaussettes. Alors, si vous étiez là, parti pour un adultère, c'est pas vraiment... Vous êtes déçus, mais c'est très intéressant. Je vais essayer de l'analyser aussi un peu, mais pour ceux qui aiment bien le yiddish, non, je sais qu'il y en a sûrement ici. Mame, kannst du mir geben $5? Fragt Shmoulik. Ob die Gäste mir die $5 will ich de euch sagen, was der Tate hat gesagt zu der Dienst, wenn du bist gewesen beim Friseur. Die Mama hat verjummet die Augen. Geht, sagt sie, in der Langtime $5. Shmoulik legt das Geld daran in Käschene. Nun, was hat der gesagt? Fragt sie. Entweder Shmoulik, hat gesagt, Margaret, gedenkt bis morgen auszuwaschen meine Socken. C'est avec mon accent. Alors, ben oui, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas celui-là et un autre. Hein, comment? Ça coule pas de source. On voit bien que vous n'êtes pas locuteur de yiddish. Ah non, c'est totalement le contraire. Alors, non, mais c'est pour le déchiffrer que c'est un petit peu plus lent. Bon, voilà. Alors, ben oui, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette histoire? Il y a pas mal de choses qui se passent dans cette histoire si on y réfléchit. Et au fond, dans son livre, Freud, quand il écrit Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, il parle d'histoires comme ça, mais il en parle en allemand. C'est-à-dire ce sont des histoires qui sont pas traduites, enfin qui sont traduites en allemand, mais qui, dans l'original, se prononcent de cette façon-là et se lisent autrement. Là, on est dans une situation de relation entre une mère et un fils avec beaucoup de choses qui se jouent, c'est-à-dire que le petit garçon, bon, on ne sait pas trop quel âge il a, mais enfin, il est déjà au courant des histoires de sexualité. Donc, il se dit, bah, qu'est-ce que c'est que de devenir grand? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie sexuelle? Qu'est-ce que c'est que d'être un garçon? Qu'est-ce que c'est que d'être une fille? Comment ça se passe, où se jouent les relations, etc. Ce sont des choses dont il ne peut peut-être pas parler directement avec sa mère non plus, ni avec son père. Mais enfin, là, on ne voit pas son père, on voit que la mère. L'histoire s'adresse à un tiers, c'est vrai, elle s'adresse à un lecteur, ou un auditeur plutôt, qui se dit, tiens, il va dénoncer un éventuel amant
de sa mère à sa mère en empochant de l'argent, comme une prime, d'une certaine manière. Bon, la chute, elle est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Mais il y a tout un imaginaire de la séduction à tous les niveaux, y compris avec sa propre séduction vis-à-vis de sa mère et de sa mère vis-à-vis de lui, qui parcourt tout ça. Donc c'est une évocation du sexuel, du désir, des relations comme ça, amoureuses possibles, à différents niveaux, et tout tombe complètement à plat. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui donne des ordres à sa bonne et que c'est sans doute ça qui s'est passé, mais la mère a été quand même intéressée par l'histoire de son fils et elle se dit, tiens, il y a peut-être anguille sous roche. Il a travaillé sur l'anguille à Trieste, le cher Freud. Il en a découpé 400 pour voir si elles avaient des organes sexuels masculins, parce qu'un certain Sierski avait repéré un lobule et il avait dit, tiens, elles ont des sexes masculins, ces anguilles-là. Il s'est avéré que c'était faux. Donc il s'interrogeait sur la différence sexuelle dès le début avec les anguilles. Cette histoire tourne autour de la sexualité. La sexualité et sa place dans une famille, avec évidemment ce qu'il peut y avoir de compliqué entre un petit garçon avec sa sexualité et sa mère. Des histoires comme ça, il y en a énormément. Ça, c'est une histoire qui était publiée dans la page où il y avait des petites histoires comme ça, à l'époque où il y avait encore une version écrite du Vorwärts, qui était publié à New York. Et c'est pour ça qu'il y a des dollars. Ah oui. Donc il y avait plein d'histoires comme ça où ils utilisaient le dollar. Et je l'ai conservé tel quel pour que on ait la version qui était celle du Vorwärts. Bon. Alors vous voyez que ça produit une place du tiers qui n'est pas tout à fait simple, parce que ce tiers peut entendre différentes choses. Il peut se dire, tiens, voilà, il y a un amant, il n'y a pas d'amant, c'est juste une question d'argent, c'est juste une espèce d'occasion d'amorcer une discussion sur le désir et la sexualité avec la mère pour le petit garçon. C'est peut-être une envie profonde qu'il a de discuter de ça comme il peut. Il y a énormément d'histoires de cet ordre-là. Elles mettent toujours en scène des personnes qui sont en déséquilibre, qui d'un seul coup se retrouvent déséquilibrées et où il y a une chute qu'on n'attendait pas. Ça, c'est une histoire. Pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait une chute. Hein ? Bon. Alors, elles n'ont pas toutes des chutes du même ordre. Hein. Il y en a de différents types. Hein. Mais bien sûr. Ben voilà, vous voyez, vous entendez autre chose aussi. Ben oui, ben forcément, il y a plein de façons d'entendre cette toute petite histoire, qui est... alors, il y a le maître qui dit va près de la carte, Mottl, et montre-moi l'Amérique du Nord. Alors le petit Mottl, il va au tableau, il montre l'Amérique du Nord sur une carte, et puis le maître s'adresse aux autres élèves, il leur dit dites-moi les enfants, qui est-ce qui a découvert l'Amérique? Et tous les enfants crient en chœur, c'est Mottl qui a découvert l'Amérique. Eh oui, Lehrer, Mottl zieht de Mappe in Gefin von Amerika. Mottl, Ott ist es, der Lehrer, richtig. Jetzt sucht mir Kinder, wer Ott entdeckt Amerika? Kinder, c'est Mottl. Voilà. Alors ça, c'est aussi une histoire à analyser. C'est-à-dire, vous avez une identification très très forte entre, et qui est immédiate, parce que c'est des petits, entre les enfants et puis leurs copains. Mottl, c'est au premier degré, c'est comme c'est lui qui monte l'Amérique sur la carte, c'est lui qui l'a trouvé. Bien sûr, évidemment. Mais disons que ce sur quoi l'histoire joue, c'est sur ce sens littéral. C'est-à-dire, puisque c'est lui qui a montré où c'était, et il y a tous les niveaux de lecture là-dedans aussi. C'est des paroles d'enfant. Bon, mais vous avez le maître, vous avez l'élève qui se distingue, qui trouve, qui sait où c'est.
Et les autres élèves qui disent, bah oui, celui qui a découvert l'Amérique, ah mais ça va plus loin, parce que vous avez les différents niveaux d'interprétation du texte là-dedans, le pshat, le remez, le drach et le sod. On peut le faire, l'exercice. Hein. En première approximation, c'est celui qui monte qui a gagné. Donc c'est Mottl, c'est lui qui a découvert l'Amérique. Ça, c'est l'interprétation littérale. On croit ce qu'on voit, on croit ce qu'on lit littéralement, ou on ne le laisse pas se déployer, ou même si c'est déjà déployé, on l'entend pas, on est complètement sourd et aveugle. Bon. Donc l'élève, il est pas bon. Il est pas bon, l'élève, parce que il croit ce qu'il voit. Et donc, il est ignorant, vous avez raison. C'est Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb. Bah, bien sûr. Oui, voilà. Ou alors, si c'est pas l'Amérique du Nord, c'est d'autres. Voilà. Alors, bon, parce que il y a donc un autre niveau qui est en jeu là-dedans, c'est que bon, qu'est-ce qui se passe entre un maître et un élève? Est-ce qu'il faut croire un autre élève quand il dit quelque chose? Pas forcément, il peut se tromper et dire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que l'élève il dit pas au maître ou dit pas aux autres élèves? Je sais pas, mais c'est qui l'a découvert? Dites-nous, expliquez-nous. Hein, bon, voilà. Et puis alors il y a encore un autre niveau, parce que ça a été publié dans le Forverse à New York, c'est les Juifs américains et la terre promise américaine, bah, évidemment. C'est-à-dire, bon, bah, quand même, quand on lit la biographie des manias du cinéma des Américains à Hollywood, qui étaient tous des Juifs, tous, au début, il y en a encore beaucoup, mais au début, c'était tous des Juifs pauvres, qui se sont enfuis hein, oui, à temps, et qui, ont bâti Hollywood. Ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. Bon, ils avaient vraiment l'impression de découvrir la terre promise. Eh oui. Et donc ça questionne cette histoire qui est publiée dans la version yiddish du Forverse à New York. Ça questionne la place de l'Amérique comme terre promise pour les Juifs américains. Est-ce que c'est vraiment une terre promise? Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut croire que c'est nous qui l'avons inventée ou créée? Parce que les Juifs américains ont créé une partie de l'Amérique aussi. Ils l'ont pas découvert. C'est ça le problème. Et ça, la question qui se pose dans l'histoire, c'est qui c'est qui a découvert l'Amérique? Mais qui c'est qui l'a découvert ou qui c'est qui l'a créé? Alors qu'est-ce qu'il raconte le psychanalyste Winnicott, l'anglais, avec les enfants, parce que c'était son truc, les enfants. Il dit l'enfant, eh ben, quand il découvre sa mère, il croit que c'est lui qui l'a créé. Il croit que c'est lui qui a inventé sa mère. Quand elle lui donne le sein, il croit que c'est lui qui est tout puissant et que, parce qu'il décide qu'en pleurant, elle va lui donner le sein, c'est lui qui l'a inventé, sa mère. Les gens, ils ont besoin de croire qu'ils ont inventé leurs parents ou leur mère quand c'est leur mère. Et puis pourquoi pas le pays dans lequel ils sont. Et puis qu'ils vont inventer aussi, ils vont participer à l'invention de l'Amérique. Pas seulement, il n'y a pas que, bien sûr, mais aussi. Ils n'ont pas simplement découvert, les Juifs américains, l'Amérique, parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils sont partis. Ils sont aussi, il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui se sont battus, il y en a qui ont réussi, il y a eu tout ce qu'on veut. C'est raconté magnifiquement dans des livres d'histoire sur les Juifs américains. Il y a tout ça dans cette histoire. Et probablement des tas d'autres choses. Très court, très simple, en général, c'est pas trop long, c'est pas du tout des midrashim qui sont quand même, bon, des fois il y en a des cours des midrashim, mais c'est quand même beaucoup plus court. C'est complètement branché sur d'autres types de récits comme les midrashim, évidemment. C'est un raccourci du raccourci. C'est ce qu'on conserve de l'essentiel de la relation à l'autre dans une tradition et dans une langue, mais qui est prise dans plusieurs autres langues. Voilà. Donc, c'est cette ouverture-là qui me paraît importante pour conclure là sur parce que j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment, il reste un petit quart d'heure là pour bavarder sur l'aventure du Yiddish, une aventure psychanalytique. Alors, si vous avez des remarques ou des questions, sont bienvenues, hein, là, parce que